Aujourd'hui, nous allons entrer dans la nouvelle séquence d'enseignement moral et civique de la classe de 4e, séquence intitulée La justice en France, et nous allons nous demander comment fonctionne l'institution judiciaire en France, quels sont ses acteurs, quels sont ses principes, quelles sont ses missions. Nous commencerons par nous familiariser quelque peu avec l'institution judiciaire à travers une courte séance d'histoire des arts qui nous permettra, à travers l'étude d'une allégorie de la justice, de mieux en comprendre ses missions, ses principes. Bon. Ensuite, une étude de cas. Une affaire judiciaire qui, comme on dit, a défrayé la chronique, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup fait parler d'elle il y a de cela une dizaine d'années. Une décision de justice inédite, c'est-à-dire du quasi jamais vu en France à l'époque, et on tâchera de voir ensemble pourquoi. Et cette étude de cas nous permettra ensuite de déboucher sur un cycle de 3 séances, de 3 leçons, consacrée pour l'une aux acteurs de la justice en France, les avocats, les juges par exemple, mais aussi une séance sur le fonctionnement de la justice, de l'institution judiciaire, qui peut paraître très complexe, très compliqué, qu'il est d'une certaine manière d'ailleurs, quand on n'a pas fait des études de droit. Bon, on tâchera de comprendre un peu mieux comment fonctionne le labyrinthe judiciaire. Et enfin, une dernière séance qui est importante puisque vous êtes des mineurs et que vous êtes des justiciables. La justice des mineurs en France, et oui, elle existe, vous pouvez avoir affaire à elle, et donc il faut que vous ayez quelques connaissances de base sur la justice des mineurs en France. Aujourd'hui, donc, séance première, séance inaugurale, grand A, évoquer la justice, ses principes et ses missions. Et en quoi, donc, telle sera notre question, telle sera notre problématique, en quoi la représentation de la justice en déesse Thémis, déesse grecque, nous éclaire-t-elle sur ses principes et ses missions? Vous avez sous les yeux une représentation très courante, j'oserais presque dire banale, classique du moins, de la représentation personnifiée. Il s'agit donc d'une allégorie. Rappelez-vous, on a déjà étudié ce terme parce que dans l'art, notamment du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, les artistes, les peintres en particulier, les sculpteurs ont souvent recours aux allégories, sans oublier les poètes. Donc vous avez sous les yeux une des allégories que l'on trouve très régulièrement sous forme de statues devant les palais de justice, en France ou ailleurs, et puis dans le monde occidental en particulier, en Europe, et puis qu'on trouve aussi sous forme de figurines, de statuettes sur le bureau des juges, le plus souvent. Donc voici cette représentation allégorique de la justice que nous allons donc étudier sous toutes ses coutures. Nous allons commencer par un premier exercice assez simple. Nous allons légender la représentation allégorique de la justice de la déesse grecque Thémis. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai un peu inversé l'exercice. J'ai déjà prépositionné les numéros dans les cases au bon endroit. Il va donc juste falloir retrouver dans le texte d'accompagnement les différents éléments de légende associés à chacun des numéros. Ce qui signifie que nous avons donc besoin de lire le texte, mais aussi d'attribuer un code couleur aux différents numéros de la légende. Alors, lisons ensemble le texte. Déesse grecque, fille d'Ouranos et de Gaïa, respectivement
les dieux du ciel et de la terre. Thémis représente la justice immanente et l'ordre établi. Alors immanent, ça ressemble à permanent, la justice toujours présente et la justice supérieure. En grec, Thémis signifie d'ailleurs la loi divine, donc rien n'est supérieur à la loi. Épouse et conseillère de Zeus, et c'est pas n'importe qui, Zeus c'est le dieu des dieux, c'est Jupiter des Romains, elle reste à la droite de son trône. Allégorie de la justice et du droit, c'est là où Thémis nous intéresse particulièrement. Revêtue de sa cuirasse, elle est généralement représentée avec une épée ou un glaive à la main, la différence reposant sur la longueur, une épée plus longue qu'un glaive. Là, je pense que sur l'illustration, on a affaire plutôt à une épée, enfin peu importe. Donc glaive ou épée, symbole du châtiment, une balance dans l'autre, pour l'équilibre qu'elle maintient, et les yeux bandés en signe d'impartialité. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Elle prend appui sur le code pénal pour mieux piétiner le crime, symbolisé par le serpent. Voilà, et il n'y a plus qu'à associer les couleurs, donc de surligner dans le texte les éléments qui correspondent au numéro de la légende. Alors, c'est un exercice, je pense, assez facile. La balance, l'épée ou le glaive sont faciles à percevoir. La cuirasse, il est peut-être un petit peu moins, mais une cuirasse se porte autour du torse, donc c'est pas très compliqué. Le serpent du crime, l'épais livre du code pénal aussi. Alors, les yeux bandés. Alors ça demande davantage d'explications. Parce que ça donne souvent lieu à un contresens chez les gens qui parlent des yeux bandés de la justice, ou mieux encore, quand les gens disent que la justice est aveugle. Ça donne souvent lieu à un contresens et je vais vous l'expliquer dans un instant. Mais avant de vous l'expliquer, j'aimerais que vous passiez au deuxième exercice qui va nous permettre, en partant des attributs, des accessoires, de l'équipement, si vous préférez, de la déesse Thémis, en partant de ces attributs symboliques, nous allons essayer de déterminer ensemble quels sont les principes sur lesquels s'appuie et sur lesquels fonctionne la justice. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse. Donc, j'ai repris la plupart des attributs symboliques, j'ai pas repris le serpent par exemple, mais j'ai repris donc la cuirasse, la balance, le code de la loi, le code pénal mais aussi le code civil, qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie de l'ensemble, l'épée ou le glaive et le fameux bandeau sur les yeux. Donc je vais vous demander de retrouver à quel principe correspond chacun des attributs. Donc il faut repasser dans la colonne de droite et selon la bonne couleur, la case qui correspond à chacun des attributs de la colonne de gauche. Allez-y, mettez-moi sur pause, réfléchissez. Là non encore, là non plus, ça n'est pas très difficile. La cuirasse évoque l'invincibilité, la supériorité de la justice, la justice qui se fait beaucoup d'ennemis, parce que évidemment la justice a comme ennemis les malfaiteurs, les criminels, donc la justice doit être plus forte qu'eux, elle doit se défendre de ses ennemis, et c'est la cuirasse qui symbolise cette défense, cette protection de la justice contre ses ennemis.
La balance. Alors la balance s'explique par le fait que c'est pas une épicière, hein, elle n'est pas en train de peser de la farine ou du sucre, ou elle fait pas non plus de la cuisine. La balance, c'est parce qu'elle rend des décisions justes et équilibrées. C'est-à-dire qu'elle va peser le pour et le contre, c'est-à-dire que juger, c'est estimer la gravité d'une faute, d'une infraction envers la loi, c'est estimer l'importance de la réparation due par le fautif à sa victime, mais c'est aussi peser l'importance des circonstances atténuantes ou au contraire des circonstances aggravantes. Peser, vous voyez que j'emploie à chaque fois le verbe, peser la justesse d'un châtiment. Est-ce que par exemple envoyer quelqu'un en prison, ça risque pas d'être contre-productif en le rendant encore plus rancunier envers la société? Est-ce que ça ne risque pas de le plonger davantage dans l'indélinquance? Voilà, c'est tout cela qui consiste dans en quoi consiste l'action de juger, et c'est là qu'on peut se rendre compte que juger, c'est pas si facile et que ça engage énormément de responsabilités. Donc c'est un métier, je dirais même une charge pour celui qui l'exerce, une charge ô combien importante, où le droit à l'erreur est très limité. Un peu comme un chirurgien par exemple, qui n'a pas non plus tellement le droit à l'erreur. Les codes de la loi, c'est ce qui légitime la justice, c'est-à-dire que la justice ne rend pas ses décisions au pifomètre, au doigt mouillé, à la tête du client. La justice doit s'appuyer sur la loi. On a étudié ensemble ce que c'était que la loi quand on a fait les libertés et les droits lors de la séquence de MC précédente. Je vous le rappelle, la loi c'est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire que la loi elle est faite dans l'intérêt du plus grand nombre, sinon de tous, et c'est par rapport à la loi que la justice va trancher. La justice, par définition, ne peut pas prononcer une décision injuste, illégale, c'est-à-dire contraire à l'intérêt public. Tiens, j'ai employé le verbe trancher, je ne l'ai pas utilisé au hasard. Et oui, la justice doit trancher. Elle doit décider de donner raison au plaignant, à la victime par rapport aux délinquants, aux criminels. La justice doit décider s'il y a lieu de poursuivre ou pas dans une affaire judiciaire. La justice doit décider du châtiment, si châtiment il y a. Décider, c'est trancher. Et effectivement, il y a une notion un peu de brutalité dans le fait de trancher, parce que l'épée, c'est ce qui va à la fois punir le coupable, mais aussi protéger le faible, l'innocent. C'est-à-dire qu'il y a un peu du Zorro dans la justice, dans la déesse Thémis. Il y a du Zorro, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, celui qui met son épée au service des faibles contre les forts, au service des gentils contre les méchants. Alors, il reste le bandeau sur les yeux. Alors, vous allez me dire que sur l'allégorie de la déesse Thémis que nous sommes en train de travailler, elle n'est pas aveugle, elle n'a pas un bandeau sur les yeux. Oui et non. Oui, et incontestablement, sur l'image de gauche, en haut, à gauche de la diapo, elle n'a pas de bandeau sur les yeux, mais je vous ferai remarquer qu'elle a les yeux fermés, ce qui revient au même. Mais tranquillisez-vous, des représentations de la justice avec les yeux bandés, on en a une quantité astronomique. Je vous en ai mis deux, une en statuette et l'autre
en sculpture, un macaron en sculpture sur une façade où on voit bien à chaque fois que la justice a les yeux bandés. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la justice, pour ceux qui se plaignent de la justice, l'explication est toute trouvée. C'est le sens de cette caricature qui nous montre une justice véritablement aveugle, avec la petite canne blanche, l'handicapé, qui se laisse manœuvrer, qui se laisse mener par le bout du nez, qui se laisse guider, qui n'est donc pas indépendante, qui est une marionnette entre les mains du puissant, du fort, de l'influent, de celui qui tire les ficelles. Et là, sur cette caricature, c'est un patron qui a été traîné devant le tribunal des prud'hommes par un salarié mécontent, et la justice va donner raison au patron parce que le patron est le plus fort, parce que le patron est le plus influent, le plus puissant, et encore une fois parce que la justice est sa marionnette. Ça, c'est une vision extrêmement négative, extrêmement préjudiciable de la justice, parce que quand on a cette image de la justice en tête, on ne peut plus croire en la justice. Et c'est bien là tout le problème. Sauf que c'est pas la bonne interprétation de la justice. Oui, elle est aveugle, mais elle n'est pas aveugle parce qu'elle se laisse influencer, parce qu'elle se laisse manipuler, mener par le bout du nez. C'est justement tout le contraire. La justice s'aveugle elle-même. Elle se met elle-même un bandeau sur les yeux pour justement ne pas se laisser influencer par l'apparence des choses, pour éviter que celui qui parle bien, que celui qui est bien habillé, que celui qui est socialement bien intégré, bref, pour que le fort, le puissant, l'influent ne soit pas systématiquement privilégié par les juges. Les juges doivent être les plus hermétiques, les plus imperméables possibles à toute forme de pression, que ce soit des tentatives de corruption, que ce soit des tentatives de chantage ou que ce soit des menaces. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà vu dans des films ou dans des séries télé, le juge qui fait face à une manifestation d'hostilité de la salle parce que le procès est en public, le public prend fait et cause pour la victime par exemple ou pour l'accusé, et on voit le juge qui menace, silence, sinon je fais évacuer la salle. C'est-à-dire que si vous essayez de me mettre la pression, ça ne marchera pas. Je prendrai moi-même mes décisions selon mon propre jugement. Ce qui revient à dire que la justice est impartiale. La justice ne prend parti pour personne, n'a de sympathie particulière pour personne, ne se laisse influencer par personne. Et c'est parce qu'elle n'est pas influençable, parce qu'elle est impartiale, qu'elle rend des décisions justes et mesurées. Donc tout le contraire d'une justice qui se laisserait manipuler ou corrompre. Il ne nous reste donc plus qu'à passer au troisième exercice, c'est-à-dire de formuler, de verbaliser, de définir les missions difficiles mais essentielles qui sont assignées par la société des hommes à la justice avec un J majuscule. Donc je vous propose 5 verbes: châtier, trancher, protéger, peser, obtenir réparation. Et il n'y a plus qu'à associer une nouvelle fois, grâce au code couleur, associer chacun des verbes au complément de phrase correspondant dans la colonne de droite.
Alors si on procède par élimination, comme il faut toujours le faire dans ce genre d'exercice, c'est pas très difficile, hein, je pense. Vous avez dû trouver que la justice châtie, c'est-à-dire punit fermement, hein, sans brutalité excessive, mais sans tendresse excessive non plus, le délinquant ou le criminel en fonction de la gravité de sa faute. Elle tranche, comme je l'expliquais avec le glaive, en faveur de la victime, au détriment du coupable. Hein. Tant pis pour le coupable, tant mieux pour la victime. Elle protège, c'est toujours le glaive, l'innocent, le faible, la victime. Elle protège la société, tout simplement, hein, la société des hommes, contre les fauteurs de troubles, contre ceux qui mettent la société en danger. Elle pèse, ça c'est la balance, et ces deux plateaux, le pour et le contre, les circonstances atténuantes aggravantes, la gravité de l'infraction, etc. Et elle obtient réparation au mieux de l'intérêt du justiciable, et elle obtient réparation, mais pas seulement d'ailleurs en cas de faute, parce qu'on peut avoir affaire à la justice en tant que justiciable, et nous sommes tous, majeurs et mineurs, nous sommes tous des justiciables, nous pouvons tous avoir affaire à la justice sans être en faute vis-à-vis de la loi. Par exemple, un couple qui divorce, qui se sépare, et qui se met d'accord sur la garde alternée des enfants, eh bien, ça passera par une décision de justice. Le divorce passe par une décision de justice, ainsi que le droit de garde des enfants. Donc toujours au mieux de l'intérêt du justiciable et dans le cas de faute envers la justice, pour obtenir réparation pour la victime. Voilà. Alors comme souvent en histoire des arts, je vous propose de prolonger avec d'autres œuvres, d'autres époques, d'autres cultures, d'autres civilisations, pourquoi pas. Or justement, quand on pense à la déesse grecque Thémis, on pense à l'Antiquité, et je vous propose de revenir carrément à l'Antiquité égyptienne, celle de votre programme de 6e, avec le dieu à tête de chacal, le dieu des morts, Anubis, qui tient par la main le défunt, le mort, pour l'emmener jusqu'au jugement. Le jugement qui prend la forme de la pesée de l'âme, le Ka. C'est ainsi que les Égyptiens appellent l'âme du défunt, l'âme qui va être pesée, l'âme qui va être mise sur un des plateaux de la balance, et l'âme qui doit être plus légère que la plume de la déesse Maat, la déesse de la justice, la déesse qui va poser sa plume sur le plateau, sur l'autre plateau de la balance. Et quand on connaît le poids d'une plume, eh bien, il faut que l'âme soit très légère, il faut qu'elle n'ait pas été alourdie par des péchés, par des fautes, par des crimes. Et c'est à cette condition, si l'âme est plus légère que la plume, que l'âme du mort pourra poursuivre son chemin jusqu'au paradis, hein, jusqu'aux Champs-Élyséens, auprès du dieu Osiris et de ses sœurs Isis et Nephthys, c'est-à-dire que c'est à ce prix, si l'âme a été jugée, et que l'âme a été jugée légère, allégée de tout péché, c'est à ce prix que l'âme aura droit à la vie éternelle. Sinon, l'âme sera dévorée par la grande dévoreuse, hein, c'est cet animal mi-chien qui dévorera l'âme si elle est alourdie par le poids des péchés, et si l'âme est dévorée, il n'y aura pas de vie éternelle. Mais il n'y a pas besoin de traverser la Méditerranée, d'apprendre à lire
et à décoder les hiéroglyphes et à se rendre dans l'intérieur d'une tombe égyptienne de l'Antiquité pour lire le grand livre des morts. On peut tout simplement rester en Occident, dans une période un peu plus proche de la nôtre, puisqu'il s'agit du Moyen-Âge. On peut tout simplement décider de se rendre sous le porche d'entrée de l'église abbatiale de Sainte-Foy de Conques dans l'Aveyron et de contempler le tympan, le célèbre tympan, c'est-à-dire cette sculpture qui surmonte le portail d'entrée de l'église, ce tympan de pierre que tout fidèle contemplait avant d'entrer dans l'église. Tous les dimanches, il avait le tympan sous les yeux, et ce tympan nous montre le Christ assis sur son trône de majesté, au-dessus des vivants et des morts, et le Christ qui là aussi s'apprête à juger l'âme des humains pour décider ensuite si l'âme ira au paradis auprès des bienheureux, auprès des élus, auprès des saints et des saintes, à la droite de Dieu, ou si l'âme, au contraire, sera condamnée à l'enfer, dans cette abominable résidence de souffrance et de cruauté, dirigée dans les souterrains par le diable. Je vous ai fait un gros plan de la scène qui nous montre juste au pied du Christ, qui nous montre Saint Michel et le diable qui se retrouvent face à face. C'est le combat du bien contre le mal, face à face pour peser l'âme. Donc on retrouve cette idée, comme chez les Égyptiens, de jugement, et donc la balance avec les deux plateaux, et on voit que l'âme est, du côté de Saint-Michel, est légère, elle est plus légère que le plateau tenu par le diable, et on voit au passage que le diable tente de tricher, parce qu'il essaie avec son doigt d'appuyer sur son plateau pour que l'âme penche de son côté et soit dévorée par le Léviathan, cette grande dévoreuse égyptienne qui est devenue le Léviathan en bas à droite, ce monstre qui dévore les âmes pour les conduire aux 1000 supplices de l'enfer. Donc vous voyez que cette idée de jugement et de balance, on la retrouve à différentes époques, différentes civilisations, jusque dans notre représentation de la justice d'aujourd'hui.